Oui, oui, bonjour. J'avais deux questions. J'aurais voulu savoir pourquoi le bureau d'études ne rentre pas dans le CPE, parce que c'est quand même lui qui fait les calculs à l'origine. Et ma deuxième question, c'est comment dans le CPE on prend en compte la sévérité de l'hiver avec les DJU. Comment est-ce qu'on est linéaire entre l'évolution des DJU et l'évolution des consommations? Alors, concernant la partie climat, on a bien évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, une base, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 années de référence, qui sont en fonction de DGU. Et après, on vient remettre toutes ces consommations en fonction d'un niveau de DGU qu'on a choisi. On va dire qu'on va remettre toutes les consommations à telle rigueur climatique. Et ça devient notre référence, la rigueur climatique qu'on a définie. Donc là, c'est nous qui avions décidé quelle rigueur climatique, sur quelle rigueur climatique on va se baser, et les objectifs à chaque fois. Dès qu'on a une nouvelle consommation de gaz, on la réajuste en fonction de notre référence climat à chaque fois. Donc il y a toujours ce parallèle entre notre référence climat qu'on a définie, et on a tout remis, je dirais, les consommations d'avant et les consommations de demain sur une même base climat. Voilà. Alors, finalement, vu que c'est une référence qui va pas bouger, je dirais, peu importe le niveau, il faut juste qu'elle soit en cohérence avec ce qui se fait aujourd'hui. Avec, on a eu, depuis pas mal d'années, on avait des références qui étaient plutôt à 2300 DJU. Aujourd'hui, on commence à revenir un petit peu sur des notions un peu plus basses parce que on voit que les rigueurs climatiques sont quand même beaucoup plus faibles. Donc là, le dernier, on l'a basé sur 2100 DJU par exemple. Mais finalement, vu que c'est une base et une référence et qu'on réajuste toujours sur la même chose, finalement, peu importe le niveau, on a un rajustement à chaque fois sur cette même base. Voilà, pour répondre à votre deuxième question concernant l'engagement, je dirais, du bureau d'études qui a réalisé, qui a mis en avant la cible. Aujourd'hui, en effet, cet engagement, il n'existe pas contractuellement. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui sur cet engagement. C'est pour ça que dans l'intérêt du CPE, quand on parle de discussion entre l'entreprise, tout du moins celui qui va porter l'engagement, la maîtrise d'ouvrage, c'est cette partie-là, c'est toute cette phase amont qui va être source de discussion. C'est-à-dire, vous avez, quoi qu'il en soit, de l'autocontrôle entre la partie d'audit énergétique qui a été réalisée, les nouvelles études qui ont été faites par le bureau d'études, et derrière, au moment de la consultation, bien entendu, l'entreprise, le groupement d'entreprises qui va porter le CPE, bien entendu, a également les compétences et son intérêt n'est pas d'aller signer les yeux bandés. Donc c'est toute cette phase de discussion et de négociation, et en l'occurrence qu'on a bien vécu, alors ça tombe bien parce qu'on est l'ensemble des représentants ici sur la résidence Les Pléiades, et c'est l'une des phases amont où il y a peut-être eu le plus de discussions. Oui, pour compléter votre question, M. Simon, enfin la réponse qu'on vous apporte, il est clair qu'on part d'éléments très techniques, mais le conseil syndical et le syndic sont parfaitement associés à la discussion et au calcul de la cible. Voilà. C'est pas quelque chose qui se fait en coulisses et devant lequel on est mis devant le fait accompli. Donc on est parfaitement associé aux discussions et à la position du curseur, quoi. Ok. Bonjour. J'ai une double question concernant le CPE global. Je voudrais savoir si dans le cadre où les travaux et la conception sont réalisés par le groupement, au niveau du suivi des consos, est-ce qu'il y a systématiquement un suivi via un bureau d'études, un AMO, exploitation du chauffage? Et une deuxième question concernant toujours le CPE global, est-ce que ça peut permettre d'optimiser les coûts globaux entre conception et suivi, le fait d'être sur un projet avec les mêmes acteurs? Alors, si j'ai bien compris, vous parlez des crèmes. Alors, crèmes en copropriété, bon, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas fait. Par contre, je peux vous donner mon avis et je pense qu'après chacun pourra rebondir sur sa réflexion sur les crèmes en copropriété. Donc, crème, c'est ce que présentait tout à l'heure Thomas, c'est conception, réalisation, exploitation, maintenance. C'est-à-dire que là, nos exemples à tout le monde, c'était des REM, c'est-à-dire que la conception, c'est-à-dire le travail d'analyse, de créer le projet, de sélectionner le programme, était scindé de la phase réalisation de travaux. La CREM, c'est dans la même équipe. La première question, c'est est-ce que ça doit être un AMO externe qui doit faire le suivi? En toute franchise,
je pense que ça rassure peut-être le maître d'ouvrage d'avoir un intervenant extérieur qui vient, je dirais, corroborer et suivre aussi les consommations énergétiques. Je pense que c'est plutôt, pour le coup, une bonne chose, si c'est fait de manière intelligente et en concertation surtout avec l'ensemble de l'équipe qui va concevoir et réaliser les travaux. Moi, du point de vue d'Operen et nous qui faisons des crèmes hors copro, au contraire, je trouve que c'est un engagement de qualité de ma part en tant qu'acteur d'avoir un AMO derrière qui va venir aussi suivre les résultats. Donc, après, je laisserai mes collègues répondre. Sur la deuxième question... Qui marche aussi avec les REM, hein. La deuxième question, en gros, est-ce qu'une copropriété peut bénéficier de coûts plus agréables parce qu'on est sur un REM avec des acteurs qui sont identifiés du début à la fin? Alors, d'avoir des coûts agréables, je ne sais pas si c'est un pléonasme peut-être, mais ça dépend comment ça tombe, les coûts, et pour qui. Mais oui, alors je pense que il faudrait s'amuser à comparer entre une opération en lot séparé où il n'y a pas de garantie et un REM où il y a une garantie. Effectivement, la garantie se paye peut-être indirectement. Sauf que sur la qualité, sur l'organisation du chantier, et en raisonnant à moyen long terme, comme on a une garantie d'énergie, la copro va faire des économies financières. Sauf que la réflexion doit être non pas sur l'instant T, la signature du contrat de travaux, mais réellement sur la durée du contrat et de l'exploitation. Et du coup, sur la négociation des contrats, pour préciser ma question, entre les P2, P3, P1 pas nécessairement, mais le fait qu'on soit dans ce cas-là. Alors là, si je peux me permettre, sur un type P2 par exemple, il est tout à fait cohérent qu'on ait un P2 plus fort avec un CPE que sur une installation classique, parce qu'on a besoin que l'exploitant, que le technicien soit là peut-être plus souvent, peut-être plus précis, peut-être plus qui s'intéresse un peu plus à son installation, sur comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'on a le confort nécessaire dans l'ensemble des logements, tout ça fait partie de temps nécessaire. Et pour moi, oui, un P2 va être un peu plus fort sur un CPE que sur une installation classique où il vient mettre en route, faire un petit peu de maintenance quelques heures par an, et puis venir éteindre en fin d'année. Pour terminer, je pense qu'il faut raisonner sur le global. Comme j'en ai fait état tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peu de recul sur le CPE en copropriété aujourd'hui. Donc entre le CPE service ou groupement, pour répondre à votre question, le CPE service, concrètement, au lancement de la consultation, vous avez un acteur qui va venir porter l'engagement, particulièrement et principalement souvent jusqu'à présent, c'est le chauffagiste. Il ne va pas maîtriser le menuisier, il ne va pas maîtriser le façadier. Et on voit qu'il n'y a pas cette connexion forcément qui se fait. Donc au moment de la consultation, on peut supposer qu'il y a des conditions tarifaires qui soient peut-être un peu plus de garde au niveau du chauffagiste. Dans le CPE global, on va venir mutualiser des moyens. Bien entendu, il faut le chapeauter. Il y a des frais justement pour chapeauter au titre du groupement. Mais il y a une confiance qui est réciproque également des intervenants. Donc derrière, moins d'assurance, entre guillemets, on en a un petit peu moins sous le coude dans la proposition au cas où il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de vous faire un état pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu peu de retours sur ces types de retours de consultation. Après, je peux vous apporter un éclairage qui vaut ce qui vaut. Pour les Pléiades, comme je l'ai précisé, nous, on a été élus syndic en 2015 de cette copropriété. Mon prédécesseur avait déjà initié un travail de valorisation des différents lots permettant de se diriger vers la rénovation énergétique. Et quand nous avons pris ce dossier, nous avons proposé à la copropriété de regarder ce dossier sous un nouvel angle, à savoir la mise en place d'un CPE. Et on s'est aperçu au final que les coûts étaient sensiblement les mêmes, sans quoi la copropriété, vous pensez bien, nous aurait pas suivi dans le CPE, d'autant plus qu'on était en 2016 quand on en parle.
Donc, et là, le confrère avait fait des appels d'offres, et quand on compare les deux, qu'on remet tout dans un tableur, on s'aperçoit qu'on est à peu près sur les mêmes bases budgétaires. Voilà. Mais c'est une réelle interrogation qu'on peut avoir quand on se lance dans un CPE. Deux questions naïves d'un non-initié, excusez-moi. Première question, à la demande d'un conseil syndical, un syndic est-il dans l'obligation d'entrer dans le cadre d'un CPE? Alors, je vais vous faire une réponse. Un syndic n'est obligé de rien à la demande d'un conseil syndical. Bon, je vous provoque peut-être un petit peu volontairement. Bon, on est quand même là pour travailler main dans la main, conseil syndical et syndic. Le syndic, il a un devoir de conseil permanent. Donc, le conseil syndical peut effectivement orienter le syndic de travailler vers un CPE, mais le syndic, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit explorer toutes les pistes et pouvoir les soumettre au conseil syndical. Donc il ne peut pas dire à un conseil syndical votre rénovation, c'est pas vraiment mon affaire. Je me verrais mal vous formuler une telle réponse. Non, le syndic, il est là pour pourvoir à la conservation et à l'entretien des parties communes. Donc ça va de la simple réparation d'un ferme-porte jusqu'aux travaux les plus ambitieux. Donc on est là, le syndic est là pour accompagner la copropriété dans le cadre de ses prérogatives. D'accord, merci. Deuxième question un petit peu plus technique. Si l'audit énergétique a déjà été effectué, entrer dans un CPE, permet-il de passer directement à l'étape suivante ou va-t-on se voir demander un autre audit énergétique dans le cadre du CPE? Je dirais, mais après je vais laisser la parole aux gens qui m'entourent, qui sont plus techniques que moi. Nous, pour le dossier dont j'ai parlé, les Pléiades, c'était le cas, le diagnostic avait déjà été fait. Ensuite, on a travaillé avec le cabinet Plénitude. Les gens qui vont se lancer dans la conception du dossier, il leur appartient de vérifier les hypothèses émises par le diagnostic. Ouais. Mais ça, c'est de leur ressort. Ouais, ça veut dire qu'en gros, on dit aux copropriétaires, on a demandé de l'argent pour se payer un audit énergétique, mais ne vous inquiétez pas, on va s'en repayer un autre. Non. Là, en l'occurrence, on avait la chance que c'était je crois que c'était PGIM qui avait fait donc c'était le groupe Plénitude qui avait réalisé le diagnostic. Mais j'ai le cas d'une autre copropriété actuellement où la maîtrise d'œuvre qui est en charge du dossier travaille sur la base d'un diagnostic, mais il lui appartient, dans le cadre de sa mission, d'en vérifier toutes les hypothèses. Puisque soit elle accepte les hypothèses qu'on lui présente au risque de se tromper, soit elle prend la précaution, et à mon avis c'est la bonne démarche, de vérifier ces hypothèses-là, mais ça c'est dans le cadre de son étude. D'accord, merci. Ouais. Mais en aucun cas il faut payer un deuxième diagnostic si un premier a été fait. Pour compléter rapidement sur cette question, aujourd'hui, dans le contexte de l'éco-rénovation et de la métropole de Lyon, on est consulté sur des dossiers où l'audit énergétique est fait par d'autres bureaux d'études. Donc on en prend pleine connaissance, bien évidemment. Mais dans tous les cas, parce que la métropole, à un moment, va nous demander de justifier les gains énergétiques, parce que le programme de travaux a un petit peu dévié, ou peut-être même beaucoup, de l'audit énergétique, l'équipe de maîtrise d'œuvre et le thermicien, donc, qui en fait partie, refait les calculs. Et sur un CPE, s'il doit s'engager contractuellement, il n'a pas le choix que de reprendre tout ça, qui va devoir refacturer aussi un moment à la copropriété, mais à moindre coût, bien évidemment. Vous n'allez pas repayer complètement et vous n'aurez pas d'ailleurs un autre rapport d'audit énergétique. Ce n'est pas du tout l'intérêt. Petite question pour Opéren, en termes de répartition des frais liés au dépassement de la cible énergétique. Dans le cadre d'un groupement, j'imagine que je voulais savoir comment vous répartissiez ces coûts-là entre façadier, chauffagiste, etc. et pendant combien de temps? J'imagine que le façadier ne va pas payer le prix pendant 10 ans de contrat. Donc je voulais juste avoir cette précision-là. Alors, pour le coup, il y a plein de contrats et de possibilités possibles. Est-ce que au bout d'une année, après les travaux, on considère que ceux qui ont fait les travaux ont réussi et donc après c'est l'exploitant qui prend en charge l'ensemble des pénalités? Ou est-ce qu'on se dit, en fait,
les gains comme les pénalités, c'est au prorata du chiffre d'affaires sur le montant des travaux. Nous, sur les 2 opérations des Balmes et Pléiades, on est parti sur une répartition qui est au prorata du chiffre d'affaires sur le montant des travaux. Mais voilà, sur une autre opération qu'on a en Auvergne, pour le coup, la répartition risque d'être différente. On s'engagerait plutôt sur, au bout d'une année, si on atteint les objectifs, ça sous-entend que les entreprises de travaux ont, entre guillemets, bien travaillé, et les dérèglements futurs seront seulement portés par l'exploitant. Et ça veut dire que les bénéfices aussi. Voilà. Oui. Oui, à partir du moment où on indique que le groupement d'entreprises est éphémère sur la phase d'étude, d'exécution des travaux, quid à partir du moment où, au bout de la première saison, deuxième saison, qui ne sont pas forcément représentatives ou significatives, parce que les travaux ne sont peut-être pas terminés, etc. Donc ça, on va se retrouver avec une saison référentielle qui ne sera que la 3e année, après peut-être l'exécution des travaux. Le groupement d'entreprises, il ne va pas exister pendant 5 ans, pendant 10 ans. Alors, je vais vous faire 2 réponses. La première, c'est, je pense que Ludovic ou Sylvain pourront compléter, l'engagement du groupement peut avoir plusieurs niveaux. Ça dépend les contrats, ça dépend les projets. On peut très bien faire des engagements intermédiaires. Donc, c'est-à-dire, soit on se dit on minore l'engagement l'année après les travaux, parce qu'on se dit que c'est une année de référencement et de calibrage. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas ce que je veux dire, ça je le comprends très bien, mais le groupement d'entreprises, il va être constitué juridiquement sur une période, dans quelle, enfin... sur la durée du contrat, du CPE. Sur 10 ans. Ouais. On a une convention de groupement, nous, interne, et on a un contrat qu'on passe avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, sur laquelle il y a écrit que le groupement s'engage sur le respect et la garantie. L'entreprise qui arrête son activité en cours c'est pour pour aller ça qu'il y a un rechercher sa mandataire solidaire. responsabilité. C'est pour ça, en effet, Vas-y. pardon. Il faut distinguer, bien entendu, les 2 notions. Aujourd'hui, le contrat qui fait foi et qui intéresse, bien entendu, le maître d'ouvrage, c'est celui que lui va signer avec le groupement. Le groupement, systématiquement, en GME, sur ce type de contrat, ça fait partie également des discussions, au même titre que la cible du CPE. C'est la discussion, c'est d'avoir un mandataire, même s'ils sont en conjoint et solidaire, mais qui va porter, quoi qu'il en soit, pendant les 10 ans, le seul interlocuteur sera l'entreprise mandataire. Derrière, qu'il y ait une entreprise défaillante au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, c'est le lien contractuel qui a été pris par le mandataire avec l'ensemble des membres de son groupement. C'est-à-dire il y a 2 choses bien distinctes. En attendant, la maîtrise d'ouvrage aura toujours un recours derrière un mandataire. Autre point, sur les Pléiades, est-ce que vous pourriez préciser, parce que ça me paraît quand même surprenant, le résultat en première saison, alors que les travaux ne sont pas terminés. Moi, Les travaux sont finis. Ah bon. Mais je pense, enfin moi c'est ce que je soupçonne, c'est que au niveau de la chaufferie, le générateur de base initiale était certainement du fioul et vous êtes passé avec une chaudière à haute performance condensation gaz certainement. Le bureau d'études a bien fait son travail sur le projet, le programme BBC. Donc oui, on est passé sur une chaudière à condensation. Voilà. Alors donc ce qui est effectivement, c'est ce qui précise ce niveau d'économie d'énergie. Et c'est vrai que tout simplement, même sans faire des travaux de réhabilitation énergétique, moi j'ai été confronté à ces opérations. Vous remplacez une chaudière fuel par une chaudière gaz haute performance condensation, déjà vous faites 30% d'économie. Oui. Rien qu'à ce niveau. Peut-être. Alors, non, mais c'est très bien. C'est pas. Mais c'est pas du tout une critique, hein, tant mieux. En fait, ça rejoint un peu deux éléments. Le CPE service et CPE global. On peut faire un raccourci suivant, c'est-à-dire que
Sur un CPE service, comme on le disait, c'est l'exploitant qui porte l'engagement et qui définit quel va être l'objectif. Donc on peut très bien imaginer sur une copropriété, vous avez un exploitant qui change la chaudière et qui dit bah, je vous propose une garantie sur les résultats pour les 8 prochaines années à travers un CPE en disant je vous annonce 15% d'économie d'énergie. Le CPE global, la différence, c'est que c'est couplé avec un ensemble de travaux et donc en général, mais après c'est pas une certitude, l'engagement peut être bien supérieur à celui que va proposer l'exploitant seul. Voilà. Donc, moi, c'est sûrement très vrai, hein, changer la chaudière, ça fait 30%. Au Pléiade, au Balme ou d'autres projets de copropriété globale, le changement de la chaudière seule n'aurait pas permis de proposer une économie d'énergie, une garantie de 30%. C'est parce qu'on a fait un ensemble de travaux qu'on a fait, et d'ailleurs c'est 35%. Mais ça peut être intéressant de comparer les chiffres. Hein, pour les Pléiades, si on avait travaillé sur la partie chauffage, on aurait obtenu 23 ou 24%. J'ai montré les chiffres tout à l'heure en termes d'économie. Et à savoir, pour terminer, étant donné qu'on a un accompagnement dès l'amont, alors on a le cas très concret qui plus est sur les Pléiades, c'est que la copropriété, le projet a été initié dans un projet de rénovation globale, une fois qu'ils ont eu lecture de leur audit énergétique, mais le projet était déjà initié par une injonction de ravalement et on avait déjà travaillé 1 an avant sur le projet de ravalement, juste avant que tu reprennes l'immeuble. Oui. Donc en fait, la copropriété était déjà dans une démarche de rénovation patrimoniale. Et ensuite, se sont greffées les obligations d'audit énergétique qui ont été liées et on en est arrivé à ce programme global. C'est-à-dire il y avait vraiment une réflexion qui a été portée depuis 2013 ou 2014, je crois, à notre niveau. Il y avait un monsieur qui a le micro. Là. Ma question porte sur la cible thermique, la température. Je suis étonné des températures qui ont pu être choisies qui ne correspondent pas aux températures cibles recommandées, notamment par la LEC. Et les travaux que vous avez montrés, j'imagine qu'ils ont été associés à des aides. Or, ces aides ont été acceptées alors que la cible thermique n'est pas concordante. Est-ce que vous pouvez donner une explication? Alors, je parle pour les Pléiades, mais après, je vais encore laisser la parole aux techniciens. Les Pléiades, si, puisque nous sommes en BBC Rénovation, donc on a un niveau de consommation acceptable au regard de la réglementation et des aides débloquables. Ils ont pu se payer, je dirais, le confort d'avoir 22 au lieu de 20 ou 21. Mais malgré ça, on est quand même en BBC Rénovation. Bon, voilà, moi je vous parle en tant que... Comment? Oui. Marcel Guillen, Hermel Énergie. BBC Rénovation, c'est calculé par un calcul RT à 19 degrés, pas à 22. Alors moi, quand je vous parle de BBC Rénovation, je vous parle en termes de langage aide. Voilà. Oui, donc c'est sur un modèle figé, RT des bâtiments existants, sur une température de consigne de 19. Donc si vous chauffez à 22, voilà, oui, vous la consommez 20% de plus. Alors, il y a plusieurs choses. La première, effectivement, faire un contrat à 19 degrés. Moi, chez moi, je ne vis pas à 19 degrés, je n'aimerais pas vivre à 19 degrés, et j'ai un peu de mal à proposer une solution à 19 degrés. Et aujourd'hui, des copropriétaires souhaitaient 22 degrés. On a suivi les copropriétaires dans ce qu'ils souhaitaient, et je pense qu'une cible à 21 degrés n'est pas délirante aujourd'hui en termes de confort, si le rayonnement des parois est bon, si on n'a pas trop de déperdition sur l'extérieur, etc., etc. Après, pour rejoindre monsieur, il a tout à fait raison, le calcul réglementaire aujourd'hui, il est basé sur 19 degrés. Après, effectivement, les cibles, elles sont données là sur le calcul réglementaire, puisque c'est ce qui nous a permis d'aller débloquer toutes les aides. Est-ce que la métropole souhaite, c'est ce calcul réglementaire. Après, à côté de ça, nous, on a mené à bien des calculs en dynamique, etc., pour valoriser aussi cette performance-là. Donc on n'a pas que ce calcul thermique réglementaire nécessaire à débloquer des aides. On a également en parallèle, alors on ne l'a pas présenté, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais il faut effectivement, dès lors qu'on va chercher des performances, et notamment sur le CPE, on ne peut pas se contenter du calcul réglementaire qui a ses limites, bien évidemment.
mais plutôt sur un calcul dynamique qui reprend pas mal de choses et aussi le comportemental. Bonsoir. Je voulais revenir un peu sur l'importance des copropriétaires et des habitants. Vous en avez parlé ici. Vous en avez tous un peu parlé. Oui. La question que je me pose, c'est comment on peut garantir des performances énergétiques basées sur des études statistiques, parce que j'imagine que vous êtes parti sur des habitants qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui chauffent donc à 21, 22 degrés, couvrent leurs fenêtres 5-10 minutes par jour. Mais dans les faits, tous les habitants sont différents. Chacun a ses habitudes depuis des années qui sont très difficiles à changer. Donc vous avez parlé de fiches pédagogiques, ce genre de choses, mais qui arrivent, à ce que j'ai compris, après les travaux, une fois le bâtiment livré et rénové. Et finalement, en plus, on voit que si ça ne marche pas, si les performances ne sont pas atteintes, on va taper sur les doigts de l'entreprise et pas du tout des habitants. Donc je me pose la question de comment on pourrait davantage motiver et former les habitants à utiliser correctement le bâtiment rénové qu'on leur a livré et à utiliser l'énergie de façon plus raisonnée que ce qu'ils ne le faisaient avant. C'est une très bonne question. Et effectivement, c'est toute la problématique qu'on peut avoir. Après, globalement, M. Dubertret l'a dit en préambule, on est sur des chauffages collectifs. Donc à un moment, on va pouvoir aussi tout piloter par la chaufferie, par la régulation. Et quand on parle de pente de chauffage, quand on parle de température dans les radiateurs, finalement, ces radiateurs-là, on va les baisser en température. Donc la personne qui régulait son appartement par l'ouverture de fenêtres, ce qui est très souvent en copropriété, parce qu'il fait bon vivre dans une copropriété en général, en chauffage collectif, et bien cette personne-là va avoir une sensation de radiateur froid, tiède, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de pédagogie autour de ça à mener, c'est très important, parce que elle pense, cette personne-là, que le chauffage ne marche plus. C'est souvent le problème. Par contre, dans son appartement, on a la température conventionnelle qui va bien, contractuelle. Donc oui, là, ça devient un peu plus compliqué. Les habitudes de chacun prennent du temps à être changées, ça c'est sûr. Après, on peut pas aller chez tout le monde, on peut pas rencontrer tout le monde, on peut pas faire toutes les assemblées générales pendant 10 ans, et enfin, à moins qu'on nous le demande, mais c'est difficile d'avoir cette pédagogie. Et puis le turnover aussi, alors il est aussi ce qu'il est, mais il y a quand même des gens qui arrivent dans des copropriétés, qui ne maîtrisent pas forcément les sujets, qui n'ont pas eu toutes ces explications. C'est difficile, oui. Pas forcément de solution miracle pour ça. Peut-être le temps aussi et puis un syndic qui toutes les années va aussi peut-être remettre un petit peu ça sur la table à l'Assemblée générale pour peut-être faire un bilan de consommation, encore avertir sur comment gérer telle ou telle chose. Non, mais je pense que les copropriétaires sont de plus en plus sensibilisés à la problématique environnementale et autres. Bon, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Il est clair qu'il y a quelques années, on avait chaud, on ouvrait les fenêtres. Pourquoi on ouvrait les fenêtres? Parce que pour être certain que le plus défavorisé des copropriétaires ait 20 degrés, les autres avaient 23 ou 24, 25. Voilà. Et le chauffagiste, il envoyait pour que on ait au moins 20 degrés dans le pire des cas. Voilà. Et on régulait en ouvrant les fenêtres. Bon, il ne vous aura pas échappé que le prix de l'énergie s'est un petit peu envolé. Même si c'est modulé par les DJU qui tendent à diminuer d'année en année. Mais globalement, quand même, dans l'esprit des gens, la problématique environnementale s'intègre de mieux en mieux, même s'il y a encore du chemin à faire. Et puis, on a aussi de plus en plus de nouveaux copropriétaires, des primo-accédants, qui ont des budgets un peu plus contraints, liés au financement du bien qu'ils ont acheté, et qui sont très sensibilisés aux dépenses hors financement de leur appartement. Et dans les charges de copropriété, il y a les charges de chauffage. Et ils sont aussi très sensibilisés à ce que le syndic et le conseil syndical et l'ensemble des copropriétaires fassent tout pour faire diminuer ces postes-là. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un travail de tous les jours. Et je vais juste compléter peut-être avec deux remarques. La première, vous avez tout à fait raison, le comportement, on ne peut pas diriger et juguler le comportement des gens, et puis c'est pas le but.
Par contre, ce que disait Thomas, c'est qu'il y a une taille critique de copropriété sur laquelle on se rend compte qu'en fait, le comportement des gens qui vont être dispendieux ou très économes s'équilibre et donc devient un paramètre anecdotique. Le terme est peut-être un peu fort, mais c'est assez vrai. On peut se soustraire à ce paramètre. La deuxième chose sur l'engagement et sur le ressenti des gens, nous, on s'en rend compte sur l'autre copropriété, les Balmes, pas les Pléiades, mais l'autre, où on a un monitoring et d'analyse de température, comme je disais, sur un échantillon d'appartements. Eh ben, les gens ont froid, malgré le fait qu'on est à 21 degrés, par exemple. Et ce qu'on a proposé, et ça a été écrit dans le contrat CPE, et d'où l'importance, comme le disait mon voisin sur la négociation en amont, c'est qu'on a écrit qu'il peut avoir une réévaluation de l'objectif énergétique en fonction des températures de consigne qui pourront être peut-être réaugmentées ou non. Et donc, on s'est laissé cette liberté. Alors, il faut que ça fasse consensus par la copropriété, mais de réévaluer l'objectif énergétique en fonction des températures souhaitées dans les logements. Bonsoir. Pourquoi vous parliez d'un minimum de 30 logements ? Comme vient de le dire Kevin, c'est pour des histoires d'équilibrage entre les comportements, des comportements économes et dispendieux, on va dire. C'est aussi pour des histoires de répartition des coûts de maîtrise d'œuvre ou des coûts d'ingénierie en général sur un plus grand nombre de logements. Voilà, c'est ce que j'ai ressorti des expériences. Après, peut-être qu'il y a d'autres réponses possibles de la part de professionnels. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez la cible de mais logement, par exemple, si vous prenez toujours ce fameux dossier des Pléiades qui est symptomatique parce qu'on est pile poil au 29 lots, si vous avez vu le coût engagé de travaux, 689 000 euros TTC divisé par 29, je vous laisse calculer la quote-part moyenne des travaux et on est très au-dessus de la quote-part moyenne des travaux sur ce type de dossier qui est plutôt de l'ordre de 15 000 euros. Enfin, je parle... La quote-part moyenne pour ce type de travaux est plus de 15 000 euros et plus à 15 000 euros. Et là, au Pléiades, on était entre 20 à 25 000 euros. Donc, vous voyez, plus l'immeuble est de taille petite, plus les coûts sont moins amortissables sur un plus grand nombre. Juste, je voulais intervenir par rapport à ce problème du comportement des résidents. Il faut... Non, c'est pas un problème, mais je veux dire, il y a des différences de comportement et il faut savoir les facturer. Moi, dans la copropriété, l'année après où on a fait la rénovation énergétique, on peut pas mettre des compteurs à l'entrée des appartements parce que les réseaux passent pas comme il faut. On a mis des répartiteurs sur les radiateurs, on fait des relevés. La dernière assemblée générale, j'ai présenté un tableau avec les consommations de chacun. On facture 70% de la consommation au réel consommé dans l'appartement. Je vous garantis que les gens, ils comprennent vite. Quand il y a un appartement qui est vide parce qu'il y a une personne qui est en résidence de personnes âgées et qui est suivie par un tuteur et que le tuteur, il n'est pas venu fermer les radiateurs, eh bien, elle a une facture énorme. Moi, j'ai appelé le tuteur, je lui ai dit, mais vous êtes ridicule. Enfin, je sais pas. Le lendemain, il est venu fermer les radiateurs et on a un impact direct sur chaque individu. Si quelqu'un laisse ses fenêtres ouvertes 4-5 heures dans la journée avec les radiateurs ouverts, ben effectivement, il va vite voir sa consommation. S'il n'a pas changé ses fenêtres, c'est pareil. Donc, ça permet de responsabiliser les gens, ça. C'est vrai que l'individualisation des frais de chauffage, de leur répartition, est une aide, comme vous venez de le souligner, est une aide à faire en sorte que chacun se responsabilise un petit peu mieux. Oui. J'ai une question, je voulais savoir à quel moment on décide de rénover un bâtiment ou pas. Est-ce qu'il y a une obligation par la loi ou bien si ce sont les copropriétaires qui décident de se lancer dans cette aventure? Bon, je vais vous faire un début de réponse et puis je laisserai mes voisins compléter la réponse. À quel moment? Il n'y a pas de moment précis. Bon, il peut y avoir des moments liés à des injonctions pour certains quartiers, certaines zones de la métropole. Et puis il y a des moments qui ne s'imposent par eux-mêmes, liés à l'évolution du bâti, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance vers une rénovation énergétique? C'est qu'on est déjà interpellé par l'évolution du bâti. On a des difficultés au niveau des façades, avec la carbonatation et autres. Enfin, bon, on ne va pas revenir sur le sujet. Ou parce qu'en chaufferie, on a une difficulté. On a une chaudière qui a 20-25 ans. On est sur une énergie mixte, fuel-gaz.
Donc, et tous ces équipements vieillissent. Donc la première réflexion, c'est de se lancer vers une rénovation simplement d'entretien, savoir un ravalement simple et un changement de chaudière. Donc ça, c'est le niveau 1 de la réflexion, qui en fait est le scénario 0. Et puis très rapidement, par rapport à ce scénario 0, qu'on sera obligé de faire quoi qu'il en soit, parce que le bâtiment, sinon, il va continuer à se dégrader. Par rapport à ce scénario 0, on va opposer les scénarios de rénovation énergétique, qui coûtent bien plus cher, on est d'accord. Mais une fois déduit toutes les aides collectives et les aides individuelles, le reste à charge, on s'aperçoit, à moyen terme, est moins élevé quand vous lancez une rénovation ambitieuse que si vous faites le minimum de travaux à faire simplement pour entretenir votre bâtiment. Voilà. Donc c'est simplement un peu de bon sens et ça fait souvent consensus au sein de la copropriété assez rapidement. Mais bon, je laisse mes voisins compléter la réponse si besoin est. Alors. Oui, je voulais juste rajouter, parce que c'est vrai qu'on a fait état quand même dans les présentations, c'est qu'un projet de rénovation énergétique, et principalement aujourd'hui le sujet, le contrat de performance énergétique, il est initié, il ne sort pas du chapeau tel que ça, quoi. Il y a vraiment un accompagnement. Le premier accompagnement en copropriété, c'est quand même le professionnalisme du syndic qui va venir le gérer quand même pour orienter ses copropriétaires. Après, il ne pourra jamais imposer de se poser que la question de la réflexion si en face on a un public qui ne souhaite pas le voir. Aujourd'hui, un contrat de performance énergétique, en effet, dans une copropriété qui décide de retarder toutes les échéances, et on en voit beaucoup quand on arrive sur une copropriété dégradée, forcément le premier élément principalement, ça va être la production de chauffage. Quand elle tombera en panne en hiver, là il sera beaucoup trop tard de se poser la question d'étudier un contrat de performance énergétique et on interviendra dans l'urgence. En fait, ça relève de chaque individu, je dirais, de sa perception et de sa sensibilisation à un entretien minima du bâti. Mais après, souvent, la rénovation énergétique est le fruit soit d'une obligation, soit d'une vétusté sur un élément d'équipement. Et derrière, une réflexion est à mener, quoi. Alors, on va prendre juste 2-3 questions rapides, réponses rapides. Et après, de toute façon, on a un cocktail où on pourra prolonger autour d'un verre les discussions. Comment peut-on procéder quand on a un tout petit immeuble? Quelle est la marche à suivre? Si j'ai bien entendu, c'est comment fait-on quand on a un tout petit immeuble? Quand vous entendez petit immeuble, vous voulez dire quoi? Quelles sont les démarches à faire? Comment procéder? À qui s'adresser pour la rénovation énergétique? Il faut que votre immeuble déjà ait les caractéristiques minimum, à savoir une chaufferie collective. Donc quand on dit petit immeuble, souvent il n'y a pas de chaufferie collective. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas le cas. Quand il n'y a pas de chaufferie collective, on peut quand même isoler les murs, mettre des trucs solaires sur les toits. Je ne sais pas moi, on peut faire un tas de choses. Je pense que concrètement, vous avez une première démarche à mener, c'est de venir rencontrer l'agence locale de l'énergie, ou qui va venir se déplacer dans votre copropriété pour avoir un premier regard et vous dire oui ou non, il est intéressant d'engager peut-être déjà un audit énergétique, avoir une première étape, ou peut-être de démarrer directement une maîtrise d'œuvre parce que vous avez déjà un audit. Voilà, il faut déjà une première personne qui puisse vous orienter, et je pense que là, l'ALEC est le bon interlocuteur pour ça. D'accord, merci. Tout à l'heure, à la question précédente sur l'aspect réglementaire, vous n'avez pas parlé des travaux embarqués, c'est-à-dire des travaux d'isolation obligatoires quand on regarde les façades ou quand on refait les toitures. Alors c'est une question que vous posiez, vous avez dit, mais est-ce qu'on a des travaux qui sont obligatoires, qui sont réglementairement obligatoires? Alors j'en ai parlé un petit peu en introduction en parlant de réglementation et d'obligation, lorsqu'on fait des travaux d'entretien, de faire des études de travaux de performance énergétique. Pas de l'obligation de les faire, mais de les étudier, parce qu'il ne faut pas se faire partout. Mais oui, il y a des lois qui obligent, lorsqu'on a des travaux d'entretien, à faire. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce qui a été dit par M. Gavaudan et M. Gérardet, c'est que souvent le point de départ de la rénovation énergétique en copropriété, c'est le besoin d'entretien du bâti, ou des équipements de chauffage. C'est souvent ça qui fait le point de départ, et c'est souvent, nous à l'ALEC qui sommes la porte d'entrée de ces dispositifs, c'est souvent ce type de demande qui donne envie de démarrer un projet ambitieux et global de bâti. C'est lorsqu'il y a un besoin d'entretien. Alors qui est présent tout de suite ou qui est à venir dans les 5-10 prochaines années. Vous l'avez compris, en copropriété, on est sur le temps long, on est sur 3-4 ans minimum entre une première réflexion et un vote de travaux, c'est vraiment le minimum.
Donc, anticiper maintenant, si vous avez un ravalement, une chaudière à changer dans les 5-10 prochaines années, ça s'anticipe maintenant, ça se réfléchit maintenant. Pour pouvoir prendre le temps de toutes les études, le temps de réfléchir à éventuellement faire un CPE ou pas, en fonction des caractéristiques du bâti et des travaux réalisables. Donc tout ça, ça prend du temps et ça s'anticipe. On peut avoir une idée du prix d'un CPE en plus des travaux. Il y a un coût, Alors, oui, forcément, il y a un coût, puisque c'est très variable en fonction du projet, mais globalement, on a quand même, vous l'avez vu, un document à établir qui va venir se joindre à une consultation, soit lot par lot, soit en groupement d'entreprise, mais un document contractuel qui est édité. Et ce travail-là, oui, il n'est pas offert, il n'est pas gratuit, donc il s'anticipe et il a un coût. Après, il y a aussi l'autre notion, c'est le suivi des consommations. Ça, ce coût-là, il peut être subventionné. Il y a aujourd'hui des aides qui sont mobilisables. Sur les Pléiades, notre AMO est subventionné à 50% par l'ADEME aujourd'hui. Donc, oui, il y a des petits coups de pouce aussi qui permettent d'aller chercher quelques subventions complémentaires sur ce type d'opération. Mais ça a un coût, évidemment. Voilà. Alors, comme l'heure avance bien, je vous propose de continuer autour d'un verre. Juste quelques informations. Donc, on aura sans doute quelques visites de rénovation de copropriété, mais plutôt sur le deuxième semestre. Donc ça, vous pourrez trouver ça sur notre agenda. Et pour ceux d'entre vous qui sont des professionnels, puisque habituellement les 5 assets de l'éco-construction sont réservés à des professionnels, la prochaine édition aura lieu au mois de juin et traitera du sujet du CRC, donc contrôle du respect des règles de la construction. Donc toujours pareil, vous serez informé. A priori, si vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est que vous devez être dans nos bases de données, donc vous serez informé de ces prochains événements. Demain, vous recevrez un formulaire d'évaluation pour évaluer cette soirée. Et puis, d'ici à peu près une semaine, les présentations seront en ligne. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver les diaporamas que vous avez vus ce soir. On remercie bien les intervenants, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et puis on peut prolonger les discussions juste à quelques mètres d'ici devant le cocktail.